Bon, alors, on va reprendre là où on en était. J'expliquais que la glande pinéale s'appelait autrefois épiphyse et que c'était un homonyme au niveau du corps humain parce que au niveau des os longs, l'épiphyse, c'est le nom que l'on donne aux extrémités, aux deux extrémités des os longs et séparant le centre qu'on appelle métaphyse. Et donc, au passage, il y a beaucoup d'autres homonymes au niveau du corps humain. Par exemple, les amygdales euh, correspond à la fois à ce qu'on a au fond de la gorge et qu'on peut se faire retirer, ce qui est responsable des angines. Et ça représente aussi les corps amygdaloïdes que l'on retrouve dans le cerveau, plus précisément à l'extrémité des piliers du noyau codé, on le verra tout à l'heure, c'est un homonyme. Et encore un autre, encore plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle artère pulmonaire, parce que l'artère pulmonaire correspond à la fois à l'artère qui part du ventricule droit pour apporter le sang non hématosé ou veineux du ventricule droit jusqu'au poumon afin d'être oxygéné, mais ça correspond aussi aux artères qui vascularisent les poumons en sang pour leur fonctionnement, artère pulmonaire. Donc bref, tout ça pour vous dire que maintenant on appelle ça glande pinéale, comme ça, plus d'homonyme sur ce sujet. On a donc cette structure, cette organisation de la vue postérieure du tronc cérébral. Maintenant, on va passer au nerf crânien. Il y a 12 paires de nerfs crâniens et on va rapidement voir à quoi ils servent avec leur nom et savoir s'ils sont moteurs, sensitifs ou les deux, c'est-à-dire mixtes. Et on va voir où c'est qu'ils prennent naissance. Le premier nerf crânien est le nerf olfactif alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est pas vraiment un nerf. Si on parle de bulbe olfactif, en fait, c'est un prolongement du cerveau, pour être précis. C'est pas vraiment une fibre nerveuse enfin, vraiment de nerf, vous voyez. Donc, nerf olfactif, nerf sensitif avec la fonction odorante et qui prend naissance au niveau de la partie supérieure du chiasme optique directement au niveau du cerveau. Le nerf 2 est le nerf optique, nerf sensitif également, fonction au niveau de la vision qui prend naissance au niveau du chiasme optique, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau du mésencéphale. Nerf oculomoteur, qui est le premier nerf moteur, qui prend naissance au niveau de la, de la mince, de la jonction ponto-mésencéphalique, sortant directement du mésencéphale pour les muscles ciliaires, sphincter de la pupille, tous les muscles extrinsèques de l'œil, sauf le muscle oblique supérieur et droit latéral, qui vont être innervés par les nerfs suivants. Donc justement, nerf trochléaire, le 4, qui, vous vous souvenez, prend naissance à l'arrière du tronc cérébral, qui est un nerf moteur euh, qui sert à l'innervation du muscle oblique supérieur de l'œil, comme on l'a vu. Maintenant, le nerf 5, nerf trijumeau, qui est un nerf trivalent qui va prendre naissance au niveau d'un foramen paramédian par rapport à la fosse basilaire que l'on trouve sur la partie médiane du pont. C'est un nerf mixte. Il a une, en fait, il a une fonction sensitive au niveau de la face du sinus et des sinus et des dents, et une fonction motrice au niveau des muscles de la mastication, donc au niveau du maxille et au niveau de la mandibule. Il a donc en fait trois branches, une branche optique, une branche maxillaire et une branche mandibulaire. Ensuite, on a le nerf abducens, le nerf 6, qui prend naissance au niveau du sillon médulo-pontique dans sa partie médiane, qui innerve le muscle droit latéral de l'œil. Le nerf facial, le 7, est un nerf mixte, fonction glande submandibulaire, subinguinale et lacrymale, ainsi que le goût des deux tiers antérieurs de la langue. Il prend aussi naissance au niveau du sillon médulo-pontique de manière paramédiane par rapport au nerf abducens. On a le nerf vestibulo-cochléaire, le 8, c'est le nerf auditif en fait, donc nerf sensitif, qui prend naissance au niveau de ce que j'appellerais la trijonction, disons, ponto, euh, médulo-cérébello-pontique, on voit ici, et au niveau de l'orientation, mouvement et l'audition. Le nerf 9 glossopharyngien est un nerf mixte avec un territoire assez important, hein, muscle
stylo-pharyngien, glande parotide, goût et sensibilité du tiers postérieur de la langue, sensibilité du pharynx, du larynx, de la fosse tonsillaire, tube auditif et de la caisse du tympan. Il prend naissance au niveau de la partie latérale de la moelle allongée, tout comme le nerf vague, qui est le nerf mixte végétatif ou sympathique qui a le territoire le plus important, palais, larynx, pharynx, arbre bronchique, cœur, tractus gastro-intestinal jusqu'à l'angle colique gauche. Donc on voit que c'est un nerf qui a un territoire en fait sur presque l'entièreté du corps humain. Il prend aussi naissance juste en dessous du nerf glossopharyngien. Pardon, oui, du nerf glossopharyngien. Le nerf 11, nerf accessoire, nomme moteur pour le muscle sternocléidomastoïdien, muscle du cou. Et d'ailleurs, on voit qu'il a une fibre spinale qui va redescendre le long de la moelle spinale, comme on le voit en bas ici, et qui va justement directement sur le muscle sternocléidomastoïdien. Et enfin, le nerf hypoglosse, le nerf moteur numéro 12, muscle extrinsèque de la langue et à l'exclusion des moteurs palatoglosses. Il prend naissance justement au niveau du noyau olivaire, enfin de l'olive bulbaire, au niveau du sillon antéro-latéral de la moelle allongée. Voilà pour les nerfs crâniens. Donc on voit que ils ont chacun un territoire approprié. Maintenant, pour le cervelet, j'ai refait une vue antérieure du tronc cérébral, mais sans la vascularisation, pour vraiment mettre en évidence ce qu'est le cervelet. Et donc, en fait, le cervelet, il est composé, on le voit, de plusieurs parties. Donc, il a deux hémisphères, mais ce n'est pas un hémisphère droit et gauche comme le cerveau, mais un hémisphère supérieur et inférieur. Et au centre, on va trouver une structure qu'on appelle le complexe floculo-nodulaire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour décrire ce à quoi sert le cervelet, on va le diviser en trois, mais pas en trois de façon anatomique, mais de façon phylogénétique, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel ces structures vont apparaître au fur et à mesure des générations. Donc là, on parle d'un nombre incalculable d'années, hein, évidemment. Ici, sur la vue sagittale médiane qu'on a à droite, on a le cervelet qui est derrière. Et en fait, ce qui est en orange, c'est ce qu'on appelle le vermis du cervelet, c'est-à-dire c'est la partie qui est au centre et qui va séparer les parties gauche et droite du cervelet. On peut faire l'analogie avec la fissure interhémisphérique, c'est-à-dire la fosse qu'il y a entre les deux hémisphères cérébraux, sauf qu'ici c'est plein, c'est une structure pleine, comme le vermis. On voit que c'est une structure un peu trifoliée, un peu avec une forme de trèfle, comme ça. On va avoir le complexe floculonodulaire qui est en bleu, qu'on a en dessous ici, qui forme une sorte de rond en fait, et que l'on voit sur la vue antérieure, les deux espèces de boucles qu'on a de part et d'autre ici. Et donc, en fait, comment ça se passe? On a justement ce complexe floculonodulaire qui est la structure la plus primitive du cervelet. C'est ce qu'on appelle l'archéocervelet. Et il va servir pour tout ce qui va être régulation de l'équilibre. Il va donc y avoir, pour faire un peu de physiologie, tous des fibres, ce qu'on appelle des fibres moussues et fibres grimpantes venant directement de la moelle spinale, et il va y avoir un relais au niveau du nerf vestibulo-cochléaire pour l'équilibre justement. C'est donc la structure la plus primitive. Ensuite, on a le vermis, comme on l'a représenté en orange ici, la structure trifoliée à droite sur la sagittale médiane. Il va servir pour tout ce qui va être régulation du tonus musculaire. C'est-à-dire que c'est une structure qui va recevoir de la moelle spinale les afférences de la sensibilité proprioceptive inconsciente. Hein. Ça, on va le voir à la fin. Hein. Dans les voies de la sensibilité, ça va être plus clair, mais je vous le dis ici pour ne pas faire un blanc en fait dans la présentation. Et va pouvoir produire les efférences motrices involontaires par le biais des voies extrapyramidales. Bref, ça, vous le gardez pour vous. En tout cas, c'est la régulation du tonus musculaire. Ça ne passe pas par le cerveau. Ça reste uniquement au niveau du cortex cérébelleux. Et enfin,
Donc ça, c'est le paléocervelet, le vermis, et enfin le néocervelet, la structure la plus récente, c'est les hémisphères cérébelleux qu'on voit avec les petites stries là, qui correspondent en fait aux lames cérébelleuses, qui forment en fait une surface très importante, représentant presque 70% de la surface du cortex cérébral. Donc on voit que c'est une surface assez importante. Et le néocervelet gère, lui, tout ce qui va être lié à la coordination du mouvement volontaire. Voilà. Voilà pour le cervelet maintenant. Maintenant, on va passer au gros morceau, c'est-à-dire le cerveau. Alors, le cerveau, bah, ici, on a une vue latérale externe gauche d'un cerveau. Alors, j'ai complété en dessous avec le cervelet, le tronc cérébral, mais ici, ce n'est pas important, c'est juste pour compléter le dessin. J'ai d'ailleurs pas mis une orientation, c'est pas bien. Mais ici, on est orienté crânialement vers le haut et postérieurement vers la droite, c'est-à-dire qu'on aurait une vue de profil gauche, vue latérale gauche. Premièrement, qu'est-ce qu'on remarque sur un cerveau? Eh bien, on remarque deux sillons assez profonds et importants. Le premier, c'est le sillon qu'on appelle central, qui est justement au centre, au-dessus, ici, qui est droit, vertical. Sillon central, qui va séparer dans sa partie gauche le lobe frontal et dans la partie droite, notre droite, le lobe pariétal. Ensuite, on a un sillon qui va être plus oblique, horizontal, au centre ici, qu'on appelle le sillon latéral, anciennement sillon de Sylvius. Alors, petit aparté, on utilisait beaucoup de noms propres dans les structures anatomiques pour le nom des scientifiques qui les ont découverts. Maintenant, on retire tous les noms propres parce qu'on s'est aperçu que c'était à peine chiant à tout retenir. Donc, du coup, voilà, maintenant c'est le sillon latéral. Sillon latéral qui sépare supérieurement le lobe frontal et inférieurement le lobe temporal. On a un sillon moins important à l'arrière du cerveau qu'on appelle le sillon pariéto-occipital qui sépare antérieurement le lobe pariétal et postérieurement le lobe occipital. Le lobe frontal, lobe de la personnalité, de l'intégration, de tout ce qui va être sentimental, tout ce qui va être émotionnel, donc tout ce qui relève de la personnalité. Le lobe pariétal va gérer tout ce qui va être motricité, coordination. Le lobe temporal, tout ce qui va être lié à l'audition et au langage. Et enfin, vous voyez, c'est là qu'on a justement la fameuse aire de Broca, aire de Wernicke, tout ça pour l'audition. Et en arrière, le lobe occipital pour les relais visuels. Et le cervelet pour, en gros, la coordination du mouvement volontaire, comme on l'a vu. Maintenant, on a ce qu'on appelle des gyrus séparés par des sillons. De part et d'autre du sillon central, on a le sillon précentral au niveau du lobe frontal qui va séparer, enfin qui va former en fait le gyrus précentral qui va être séparé antérieurement par le sillon précentral et postérieurement par le sillon central. On a de même le gyrus post-central au niveau du lobe pariétal séparé par le sillon central antérieurement et le sillon post-central postérieurement. Au niveau du lobe frontal, on a trois sillons longitudinaux. On a un sillon frontal supérieur et inférieur, séparant les gyrus supérieur, médian et inférieur. Et on voit que le gyrus inférieur est séparé en trois par deux petits sillons qui remontent vers le haut et vers l'avant. On a de la gauche vers la droite, on parle de la partie orbitaire, partie triangulaire et partie operculaire. On a entre le sillon latéral et sillon central un sillon qu'on appelle un sillon supramarginal qui va suivre en fait l'enroulement du cerveau autour du diencéphale. Au niveau du lobe pariétal, on a un seul sillon qui va séparer les gyrus pariétaux supérieurs et inférieurs. Le lobe occipital n'a pas de sillon ni de gyrus, il est en une seule partie. Et enfin, le lobe temporal est séparé en trois par deux sillons temporaux supérieurs et inférieurs, formant les gyrus supérieurs, médians et inférieurs. Voici ce qu'on a au niveau de la surface du cerveau. Donc là, on est bien sur la surface corticale. Là, c'est bien le cortex cérébral, substance grise,
centre nerveux qu'on a à la périphérie, à la superficie, à la périphérie, pardon. Et donc, ce qui est important, c'est que il y a seulement un tiers du cortex cérébral qui est visible d'un point de vue extérieur. Ça, on le comprend assez bien parce que comme on a des sillons, il faut bien imaginer qu'un sillon, il va être formé de 3 parties. Il va y avoir la partie du cortex qui va précéder le sillon. Il y a le cortex qui va descendre dans le sillon et le cortex qui va remonter de l'autre côté du sillon. Et après, on retombe sur le cortex qui est visuel et qui redescend et qui remonte. Ce qui fait qu'on a les 2 tiers du cortex qui est dans les sillons. Et ça, c'est tout à fait important. Au niveau de la surface corticale, on a vraiment une surface corticale immense, hein, dont seulement un tiers est visible de l'extérieur. Deuxième chose, le cerveau a été cartographié par un monsieur qui s'appelle Brodmann au début du XXe siècle, qui en fait a fait ce qu'on appelle une cartographie cytoarchitectonique. C'est-à-dire qu'il a pris toutes les zones du cerveau, qu'il a regardé au microscope et il a regardé l'architecture des cellules nerveuses, d'où le cytoarchitectonique, et il a classé, il a séparé les différentes parties du cerveau en fonction de l'architecture cellulaire, ce qui a demandé un travail monstre, hein, vous imaginez bien. Et donc, on a eu la classification ou cartographie de Brodmann, et donc il a séparé le cortex cérébral euh, par hémisphère, et donc avec 50 aires corticales. Et donc, chacune porte un numéro et une fonction. Donc, par exemple, je ne les connais pas tous parce que flemme, mais en gros, le gyrus précentral porte le numéro 4, le gyrus postcentral les numéros 1, 2 et 3, par exemple. Et voilà, il y en a une cinquantaine en tout. Et donc ça, évidemment, c'était au début là, c'était vers les années 1900. Hein. C'était pas les microscopes de maintenant. Hein. Parce que maintenant, pour avoir une idée du fonctionnement des aires, on utilise une électrophysiologie cérébrale associée à la chirurgie éveillée. Quand on extrait des tumeurs cérébrales profondes, on va stimuler avec une pince bipolaire, pardon, une électrode, une zone corticale, et on regarde si ça a un effet sur le patient, un effet adverse, et donc on lui fait des tests de mémoire, de langage, de motricité, etc. Et donc on a cette cartographie de Brodmann. C'est la dernière chose que je voulais dire sur la partie extérieure du cerveau. Maintenant, on va regarder la vue interne. Donc là, on a fait une coupe sagittale d'une tête. Et donc, on voit plusieurs choses. Alors, on va aller doucement. D'abord, en noir, j'ai marqué l'os. Donc, pour le décrire très rapidement, en vert, c'est le revêtement cutané, on s'en fout. Mais voilà. Le, l'os, ici, on a dans la partie inférieure, on a on a l'ethmoïde qui est droit. Ensuite, on a le foramen du sphénoïde qui forme l'espèce de trou en forme de haricot là. Et ensuite, l'os du sphénoïde qui vient en gros soutenir le tronc cérébral. En haut, on a la selle turcique, c'est-à-dire c'est la petite trou en forme de selle qui va accueillir la glande de l'hypophyse. Ensuite, on a la voûte crânienne hein, avec l'os frontal, le sillon, la fissure pariétale et l'os occipital en arrière. Maintenant, si jamais on regarde un peu, au milieu, on voit donc le tronc cérébral en coupe sagittale comme on l'avait vu tout à l'heure, en orange la coupe du cervelet et donc en bleu, en haut, j'ai représenté le diencéphale en coupe, n'est-ce pas? Et donc, le diencéphale, il faut bien comprendre qu'il a 3 plans. Il y a un plan qu'on appelle postéro-inférieur, un plan antérieur et un plan supérieur. Et donc, on va parcourir ces plans et vous décrire les différentes structures anatomiques que l'on rencontre. Là, on va partir du point bleu qui est à droite. D'accord? Là, on est au-dessus du plan postéro-inférieur. On a en haut du point bleu justement la glande pinéale, l'épiphyse qu'on avait marqué tout à l'heure. En dessous de la glande pinéale va se trouver justement le point bleu, c'est ce qu'on appelle la commissure postérieure. Parce que dans le cerveau, il y a des structures qui vont relier
par de la substance blanche les deux hémisphères. Et ça, on appelle les commissures interhémisphériques. Il y en a plusieurs. On va les voir un par un, une par une plutôt. En dessous de la commissure postérieure, on voit la lame tectale, donc la lame poitrine jumelle, donc le colliculus supérieur et inférieur. Ensuite, si on traverse l'aqueduc du mésencéphale, et ensuite on tombe sur le mésencéphale, que l'on ne va pas redécrire une nouvelle fois. Devant le mésencéphale, on a une petite boule, c'est une glande qu'on appelle le corps mammillaire. Le corps mammillaire, je m'y arrête un instant parce que c'est une structure assez intéressante et qui fait relais sur la mémoire à court terme. Et enfin, sur la mémoire. Et en fait, le corps mammillaire, quand on a une atteinte du corps mammillaire, en l'occurrence par des AVC profonds, eh bien, ça va donner ce qu'on appelle la maladie de Korsakoff. Korsakoff, K-O-R-S-O-2-F ou V, comme vous voulez. Maladie de Korsakoff qui va provoquer ce qu'on appelle une une amnésie antérétrograde. C'est-à-dire que c'est une perte de mémoire qui va se dérouler après l'atteinte. C'est-à-dire tout ce qui va se passer avant l'accident, ça va être très clair dans la tête de la personne, mais tout ce qui viendra après, eh bien, on aura une amnésie, sinon qu'une amnésie antérétrograde. Il va y avoir également des reconnaissances fausses, c'est-à-dire elle va croire connaître des gens alors que c'est faux, ou elle va ne pas reconnaître des gens alors que c'est vrai. Et aussi, on va avoir des fabulations. Des fabulations, en fait, c'est des mensonges non volontaires, des mensonges involontaires. C'est-à-dire que ça va être une personne, ça va être un mythomane, mais complètement involontaire. Et on va avoir également ce qu'on appelle une anosognosie. L'anosognosie, en plus du terme qui est barbare à prononcer, anosognosie, ça va correspondre en fait au fait de complètement nier la maladie. C'est-à-dire, on sait qu'on est malade, mais on fait comme si ce n'était pas vrai, que c'était un mensonge, pour faire simple. Donc voilà ce que donne l'atteinte du corps mammillaire. Ensuite, alors j'ai oublié une chose, pardon. Entre le corps mammillaire et le mésencéphale, on a l'espace perforé postérieur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là où les artères vont pouvoir passer. Ensuite, on a l'hypophyse. L'hypophyse qui se trouve au bout de l'infundibulum de la tige pituitaire ou du tuber cinereum. On a ensuite l'espèce de boule, c'est le chiasma optique en coupe. Et en haut du chiasma optique, là, on passe sur la face antérieure du tronc cérébral. On a ce qu'on appelle la lame terminale qui va relier le chiasma optique avec le deuxième point bleu, la commissure antérieure, qui est plus gros que la commissure postérieure. Et remarque importante, les deux commissures sont parfaitement alignées sur un plan. Et c'est ce qu'on appelle, enfin c'est un repère radiologique, les deux commissures postérieures et antérieures. Ensuite, là on va passer à la face supérieure. Donc là vraiment c'est si on regarde depuis le haut. On a la structure la plus haute ici qui forme une sorte de crochet. C'est ce qu'on appelle le corps calleux. Le corps calleux, c'est la plus grosse commissure interhémisphérique. Il faut vraiment voir ça en 3D. Vraiment, ça va relier comme un ruban qui va relier les deux hémisphères. Donc vous voyez qu'en coupe, c'est une structure qui prend de la place quand même. Et si jamais si on sépare les deux hémisphères, on va tomber directement sur le corps calleux, justement. Le corps calleux qui est composé d'un genou, d'un corps et du splénium, comme ça qu'on l'appelle, le corps et le splénium, qui est beaucoup plus large, et qui va en fait suivre la rotation du cerveau, mais qui va juste entourer le diencéphale sur sa partie supérieure. Ensuite, on va avoir, alors j'aurais dû, d'ailleurs je vais le faire pour ma présentation, je vais assurer cette partie-là, qui justement correspond en fait au septum pellucidum. Et en fait, en dessous du septum pellucidum, on voit une espèce de barre ici, c'est ce qu'on appelle le fornix. Le fornix, c'est également une commissure interhémisphérique, sauf que, en fait, elle a une structure beaucoup plus délimitée, oui, délimitée dans l'espace. En fait, le fornix, il a deux cornes antérieures qui vont en fait partir de chaque corps mammillaire. Donc, il faut bien comprendre que le fornix est aussi un relais sur la mémoire à long terme.
les cornes antérieures partent de chaque côté du corps mammillaire. Ils vont remonter le diencéphale, vont fusionner pour donner le corps du fornix que l'on voit en coupe ici. Et le corps du fornix, il va être relié au corps calleux par cette bande fibreuse qu'on appelle le septum pellucidum, qu'on appelle aussi la ceinture pellucide. Bon, mais encore une fois, retenez le latin, c'est mieux de manière internationale. Et ensuite, le corps va s'élargir pour former une structure un peu triangulaire et qui va en fait recouvrir complètement le diencéphale. Et ensuite, il va y avoir deux piliers qui vont se séparer et qui vont rejoindre de chaque côté euh, un gyrus, le cinquième gyrus du lobe temporal et qui va former justement l'hippocampe. Voilà. Donc, on a cette structure-là du fornix. Et en dessous du fornix, ici, en rond, le thalamus. Donc ici, évidemment, on est sur une coupe sagittale médiane, donc on voit le thalamus droit, en fait. Et entre les deux, il y a une petite bande ici. C'est justement le ténia du thalamus. Vous vous souvenez, je vous parlais d'étoiles choroïdiennes. On va en reparler tout à l'heure plus en détail. Donc voilà, on a cette structure du diencéphale au centre qui est quand même assez complexe, mais qu'il faut bien voir. Et donc, il faut vraiment voir le diencéphale comme une structure sous forme d'une cavité qui va être séparée. En fait, les deux parois latérales du diencéphale va être formées par les deux thalamus. Et entre les deux, on a la fosse que l'on va voir tout à l'heure. Ensuite, on a le cerveau en rose tout autour, d'accord? On a donc ici le lobe frontal, ici le sillon central, lobe pariétal, lobe occipital derrière. Et là, on voit des sillons qu'on ne voyait pas de manière externe parce qu'elles se situent sur les faces médianes, des deux hémisphères. Et donc, on a un sillon qui va s'enrouler autour du diencéphale qu'on appelle le sillon du cingulum et qui va séparer le lobe frontal d'un autre lobe qui est entre le corps calleux et le sillon du cingulum qu'on appelle le lobe limbique. Le lobe limbique qui va former le système limbique avec d'autres structures telles que l'hippocampe, l'hypothalamus, le fornix, le corps amygdaloïde. Et ces 5 structures vont former le système limbique qui vont en fait réguler tout ce qui va être mémoire à long terme et aussi tout ce qui va être émotion et sentiment. D'accord? Et donc, le système limbique est vraiment lié à notre personnalité, hein. Et donc, ça va relier évidemment toutes les structures reliées à la mémoire, hein, telles que le corps mammillaire, le fornix et l'hippocampe. L'hippocampe qui est justement un prolongement du fornix au niveau du lobe temporal, hein. Donc, vous voyez que finalement, tout est lié, hein. Ensuite, on a le sillon pariéto-occipital qui est profond et on va former le lobe occipital triangulaire et on va avoir un autre sillon qu'on va appeler le sillon calcarin qui va former un autre lobe occipital juste en dessous ici. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit sur cette coupe-là. Maintenant, on va faire une autre coupe du cerveau, mais une coupe frontale, c'est-à-dire une coupe qui va passer par le lobe frontal. La voici, c'est ce qu'on appelle la coupe de Charcot. C'est-à-dire, c'est une coupe qui n'est pas anatomiquement très juste, mais qui a l'avantage de faire apparaître un maximum de structures sur un même plan. Et donc, ce qu'il y a au centre, je l'ai mis plus gros que ce que c'est habituellement pour que tout le monde vous puisse bien voir. D'abord, on a le cortex cérébral que j'ai grisé exprès, hein. On a donc le cortex de chaque côté qui va former le lobe frontal supérieurement avec le gyrus en partant de médiane vers latéral supérieur, médian et inférieur. On a au centre, au-dessus, le sillon du cingulum avec le lobe limbique qui est en dessous. Et en rouge, enfin en orange, j'ai représenté le corps calleux en coupe frontale. Donc là, c'est une coupe au niveau du genou du corps calleux. Ensuite, en dessous du corps calleux, on voit qu'il y a deux ronds. Et en fait, c'est une structure qu'on ne voyait pas sur la coupe sagittale, ce qu'on appelle le noyau codé. Le noyau codé, ça fait partie de ce qu'on appelle les noyaux de la base ou euh, les, euh, les noyaux gris centraux. Pardon, c'est de la substance grise. Et les noyaux qui sont centraux, donc si on les cite, il y a le noyau codé, le thalamus, le noyau lenticulaire, par exemple. Le noyau codé qui, en 3D,
va avoir à peu près la même forme que le fornix et va s'enrouler autour du diencéphale. Et comme il s'enroule autour du diencéphale, eh bien, en coupe, on voit ces piliers qui sont beaucoup plus fins que l'on voit en bas de chaque côté. Donc vous voyez que ça forme une boucle autour du diencéphale et au bout des deux piliers, il va y avoir justement l'amygdale, relais sur la peur et sur le stress. D'accord? C'est-à-dire que c'est une glande qui est pas mal stimulée quand on passe les concours notamment. Il y a aussi un relais sur l'agressivité, si je ne m'abuse. En dessous du noyau codé, on va avoir deux gros noyaux qu'on appelle les thalamus. On connaît tous de nom, hein, les thalamus forment un relais sur, un relais sur les afférences sensitives et sur les efférences motrices, ainsi que sur la régulation de la vigilance, de la somnolence et du sommeil. Voilà, donc les deux thalamus ici. De chaque côté du thalamus, on a une structure pyramidale qu'on appelle le noyau lenticulaire, qui est aussi un noyau gris central et qui est formé en coupe ici de trois parties. Une partie externe, la latérale de chaque côté, qu'on appelle le putamen, pallidus,